Ça va, vous n'avez pas le... Oui, vous êtes parfaitement installé. Bonjour à toutes, à tous. Merci de votre présence pour ce Forum Europe un peu décousu. Il y a eu le temps de Covid, maintenant il y a le temps de la guerre. Après, on ne sait pas. Et après, il y aura le temps des élections. Donc là, je crois que je vais suspendre les conférences pendant le mois d'avril, en tout cas. Nous sommes entrés le 24 février dernier dans un nouveau monde, une nouvelle période de l'histoire, avec l'attaque russe contre l'Ukraine. Et j'imagine que comme tout le monde, vous suivez ça de très près et parfois avec pas mal d'inquiétude. Et alors nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir pour en parler quelqu'un qui connaît très bien la Russie, puisque c'est son domaine d'expertise premier, et qui connaît très bien aussi la géopolitique en général. Thomas Gomart est docteur en histoire, il a un MBA de HEC, il a, je dois dire, qu'il a presque commencé sa carrière chez moi, comme boursier quand je dirigeais mon institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Je l'avais choisi parmi de nombreuses candidatures pour s'occuper de... C'était les conflits... Non, c'était quoi? Je me souviens pas. C'était ça, c'était la relation Union européenne-Russie avec Dov Lynch. Avec la relation Union européenne-Russie, oui, ça nous remonte à loin. 2003. 2003. Et depuis, il a, après d'autres activités universitaires, il a rejoint l'IFRI, il a dirigé le centre sur la Russie à l'IFRI, dont il est maintenant le directeur exécutif, ce qui est une carrière absolument exceptionnelle. Et Thomas, je suis effectivement très impressionnée, à la fois par la rigueur de son travail. C'est quelqu'un de très précis, très sérieux, très documenté. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion, contrairement à beaucoup de commentateurs et d'analystes qu'on entend aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a un vrai talent pédagogique. Je vous fais référence à deux ouvrages qu'il a sortis récemment. Le premier qui s'appelle L'affolement du monde, 10 questions de géopolitique, un livre qui a eu d'ailleurs le prix de géopolitique en 2020. 2020, paru chez Talandier. Et puis récemment, l'ouvrage que nous avons mis en fond d'écran, Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques, toujours chez Talandier. Avec ces deux ouvrages, la géopolitique traditionnelle, c'est-à-dire la guerre, la paix, et la géopolitique de la mondialisation, la cyber, l'influence, etc., Thomas Gomart couvre l'ensemble du champ des questions relatives à la paix et à la guerre. Donc je suis très heureuse, il a un emploi du temps en ce moment complètement dingue. Étant universitaire, il a des relations évidemment avec beaucoup d'équivalents think tank en Europe notamment, et ça sera une des questions que je lui poserai sur la pensée commune européenne. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Et donc nous avons beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. Et Thomas, je vous remercie infiniment. Vous avez quartier libre, maximum 1 heure. Quartier libre. Quartier libre. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, quartier libre, ça nous permettait de nous balader. Oui, c'est ça. Mais disons, vous avez... Alors, comment on pourrait dire? Oui, vous avez quartier libre dans l'ordre, dans l'heure et demie qui nous est impartie. Carte blanche, c'est sans doute ce que je voulais dire. Merci de me corriger. Et en tout cas, merci infiniment. Nicole, merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez... Micro, ah oui, il faut appuyer. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. J'aurais commencé par là. Cher Nicole, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, je voulais vous rappeler ce recrutement déjà ancien, puisque c'est de mémoire, c'est février et mars 2003. Vous aviez mis en place un système de bourse de 2 mois qui permettait aux chercheurs novices de faire leur premier pas et d'être intégrés dans une équipe de recherche. Et j'ai eu la chance à la fois de travailler avec vous et de travailler avec quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, qui est Dov Lynch, probablement le seul Irlandais connaissant à ce point la Géorgie. Il se trouve qu'on s'est retrouvés il y a quelques années et Dov Lynch est une personnalité extrêmement intéressante sur tous nos sujets.
Vous avez mis la barre très haut, cher Nicole, en me présentant, donc je vais essayer de répondre à vos attentes en traitant le sujet que Nicole Niesotto m'a proposé, qui est Poutine en guerre. Et puis j'ai failli vous rappeler en vous disant, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un S à guerre, en fait ? Parce que je crois que c'est peut-être la meilleure entrée en matière, c'est de voir à quel point la guerre est en réalité consubstantielle au pouvoir de Vladimir Poutine, et je vais essayer de démontrer cela ce soir. Je rappelle qu'il est arrivé au pouvoir comme président en 2000, dans des conditions dont vous vous souvenez probablement, c'est-à-dire qu'il avait d'abord été Premier ministre, et puis président par intérim, et puis en 2000, il a été élu. Et je commence par là parce que je pense que sa carrière est extrêmement importante à avoir à l'esprit pour comprendre, au fond, l'idéologie dans laquelle il baigne. Puisque l'idéologie, ce sont à la fois les idées, mais c'est aussi l'expérience vécue. Et en ce qui concerne Vladimir Poutine, il faut rappeler, comme tout le monde le sait, qu'il a été formé au KGB, qu'il a été en poste en Allemagne de l'Est, à Dresde, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain sans directive de sa centrale, au moment de l'effondrement de l'URSS, qui est quelque chose de très traumatisant pour quelqu'un formé à cette école-là. Et il est rentré à Saint-Pétersbourg, où il a recommencé quasiment à zéro, en étant notamment chauffeur de taxi. Et 10 ans plus tard, il est président de la Fédération de Russie. Donc cette fulgurance de parcours, ce rapport très particulier à l'histoire en train de se faire, c'est de voir un système s'écrouler et de se retrouver 10 ans plus tard à la tête d'une puissance nucléaire, explique, je pense, beaucoup de son mode de raisonnement sur lequel se greffe au fond un référentiel qui est celui de l'histoire russe. Avec Vladimir Poutine, je pense que le problème n'est pas de savoir s'il est fou. Le problème est plutôt d'essayer de comprendre les ressorts de l'histoire russe qui l'animent. Puisqu'au fond, le sujet pour lui, c'est désormais comment il se situe, comment il se situera par rapport à Pierre, à Catherine, à Staline, à Lénine, à Staline, etc. C'est ça son sujet. Et donc, avec lui et avec l'invasion de l'Ukraine, je crois que nous sommes en train d'assister à ce que les historiens appellent le retour du malheur russe, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors avant de commencer, peut-être une notation personnelle en vous disant 3 choses. La première, c'est que, effectivement, sans verser dans l'émotion, il se trouve que je suis extrêmement affecté par ce qu'il se passe, parce que j'ai une passion pour la Russie, pour l'Ukraine et même pour la Biélorussie. Et cette guerre est au fond le reflet d'un échec collectif. C'est-à-dire quand on fait le métier que Nicole et moi faisons, de ne pas être parvenu à inventer le cadre de la relation avec la Russie et l'Ukraine, dans sa relation avec l'Europe, est un échec collectif pour toute l'expertise, est un échec diplomatique, est un échec au fond historique, dont nous sommes à différents niveaux en fait, tous en partie responsables. La deuxième chose, c'est que je pense que pour comprendre ce qu'il se passe actuellement, on peut évidemment lire beaucoup de géopolitique et les travaux des uns et des autres, mais il y a 3 livres qui m'ont toujours accompagné dans mon parcours sur la Russie que je suis en train de reprendre. Pour bien saisir ce qui est en train de se passer, je crois qu'il faut essayer de lire en continu Tolstoï, Guerre et paix, continuer avec Les Thibauts de Roger Martin Dugard et finir avec Vie et destin de Grossman. D'abord, vous avez une filiation entre ces 3 textes. Et ensuite, par rapport au précipice au bord duquel nous nous trouvons, je crois que ces lectures, notamment celle des Thibauts, pour comprendre ce qu'est au fond un engrenage diplomatique, comment ce somnambulisme géopolitique dans lequel nous sommes fonctionne, et comment, peut-être ce qui est devant nous, le pire peut-être, c'est de finir avec Grossman et Vie et destin, pour bien comprendre à quel point le choc de la Seconde Guerre mondiale, la victoire de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale est, à mon avis, l'élément constitutif du référentiel historique de Vladimir Poutine. La Grande Guerre patriotique
fait que Vladimir Poutine ne peut pas et rester en quelque sorte bloqué sur 1945. Et cette dimension de la guerre, 26 millions de morts pour l'URSS, est à mon avis l'arrière-plan dans lequel, à partir duquel il élabore aujourd'hui sa politique. Alors, 3 points d'introduction très, très rapides pour commencer. Je suis tout à fait d'accord avec Nicole. Le 24 février, nous avons assisté à une rupture de l'ordre international majeur. Effectivement, je considère qu'on est rentré dans une nouvelle phase que j'essaierai de décrire en conclusion. Mais tout ne commence pas le 24 février. C'est-à-dire que, évidemment, un certain nombre d'éléments étaient visibles depuis 2000, en réalité, et avec une accélération de cet engrenage que dans la phase la plus récente, pour ma part, là où je me suis dit il va se passer quelque chose, c'est à la mi-novembre 2021. Je reviendrai sur cette date, lorsque la Russie s'est livrée à un tir anti-satellite. Ce qui pour moi était le moment, additionné à l'accumulation des forces aux frontières de l'Ukraine, additionné à ce qu'on pouvait observer dans l'Atlantique Nord, additionné à ce qu'on pouvait observer en Méditerranée, en mer Noire, et puis également en Afrique subsaharienne, en particulier au Mali, laissait à penser que quelque chose de très majeur était en gestation. Alors cette invasion, le deuxième point, c'est qu'il faut, à mon avis, essayer de la comprendre, cette guerre, la comprendre en fonction des ressorts de l'histoire russe. Il faut également la comprendre dans la rupture des équilibres en Europe qu'elle est en train de provoquer. Nous n'échapperons pas à cette guerre. C'est-à-dire que l'onde de choc est telle que d'avoir déjà 3 millions de réfugiés d'une part, et d'autre part d'avoir des gens qui vont connaître la guerre dans un niveau, une intensité qui est comparable à celle de la Seconde Guerre mondiale, aura fatalement des conséquences sur nos propres vies, indépendamment de la question des sanctions et des contre-sanctions économiques sur lesquelles je vais revenir. Et puis cette invasion est également une rupture pour les équilibres globaux, c'est-à-dire que là où on pense les choses dans un rapport entre l'Europe et la Russie, ou même entre l'OTAN et la Russie, en réalité, on le voit bien avec le positionnement de pays comme la Chine ou l'Inde, c'est une guerre qu'il faut penser à l'échelle de l'Eurasie. Troisième point, c'est pourquoi Poutine est-il en guerre? C'est au fond le fil rouge de cette présentation. Pourquoi est-il en guerre? Vous avez 2 mots pour pourquoi en russe. Vous n'avez pas tchemu, ce sont les causes, et vous avez zachiem, les buts. Et donc pourquoi Poutine est-il en guerre? Quelles sont les causes, au fond, de ces guerres au pluriel? Et quels sont les buts qu'il poursuit? Alors je vais commencer précisément mon exposé qui va s'articuler autour de 3 parties. La première sera sur l'invasion de l'Ukraine à proprement parler. Ensuite, je m'intéresserai à cette guerre dans la politique de sécurité de la Russie, pour essayer de la resituer. Et puis la troisième partie sera consacrée aux conséquences que j'évoquais à la fois dans la relation avec l'Europe, avec l'OTAN et plus largement au niveau de l'Eurasie. Alors l'invasion de l'Ukraine, d'abord les buts de guerre. Premier point, les buts de guerre. On est face à une série d'asymétries. La première asymétrie est entre, évidemment, l'Ukraine, pour laquelle cette guerre est existentielle. D'une certaine manière, les Ukrainiens sont en train de livrer leur propre grande guerre patriotique. Et une Russie pour laquelle cette guerre est vitale. Mais fondamentalement, l'Ukraine et les Ukrainiens jouent tout simplement leur identité nationale et l'existence même de leur État. Nous avons une deuxième asymétrie entre une résolution stratégique extrêmement forte, précisément en raison de ce caractère vital du côté russe, une détermination stratégique extrêmement forte, à laquelle l'Occident, alors on va rentrer ensuite sur l'Occident, les différences peut-être de positionnement entre les États-Unis et l'Europe, répond à ce stade par une détermination économique sans équivalent. La question, c'est laquelle de ces 2 résolutions va céder la première dans la dialectique des volontés.
Évidemment, je ne sais pas répondre à cette question, mais j'essaierai de trouver des éléments, de proposer des éléments de réponse. Alors, en ce qui concerne ensuite les buts de guerre à proprement parler, pour Vladimir Poutine, il les a explicités par deux mots, la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. La démilitarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut casser le potentiel militaire de l'Ukraine dans toutes ses composantes, sachant que l'Ukraine, après l'annexion de 2014, la déstabilisation du Donbass, s'est réorganisée militairement et la situation sur le terrain le montre, n'est pas du tout dans les mêmes dispositions militaires qu'en 2014. Nous avons un pays qui s'est aguerri, qui s'est entraîné, qui s'est équipé et qui oppose une résistance tout à fait inattendue à Moscou. C'est-à-dire que le schéma à Moscou, c'était de dire au premier coup de canon, Zelensky partira. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc le niveau de résistance est tout à fait exceptionnel. Il est d'autant plus, il est exceptionnel à mes yeux parce qu'il est existentiel. Le terme dénazifié est le plus, comment dirais-je, le plus inquiétant en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit de Vladimir Poutine? Ça veut dire du changement de régime. Et ça veut dire, dans un référentiel très lié à 1945, une logique de purge. Ce qui se prépare en Ukraine, ce sont des purges avec des listes qui existent déjà de gens à traduire, d'Ukrainiens à traduire devant les tribunaux russes pour crimes contre l'humanité selon le droit russe. Et cela s'ajoutera des purges au sens, on peut dire, stalinien du terme. Et ce qui est très préoccupant, c'est qu'à mon avis, cette logique de purge est en train de gagner la Russie elle-même. Les buts de guerre pour l'Ukraine, c'est d'abord de résister, c'est ensuite d'essayer de mettre en échec, et de ce point de vue-là, c'est déjà une réussite, les armées russes, et c'est enfin d'utiliser cette crise pour se rapprocher, autant que faire se peut, des structures euro-atlantiques. Je rappelle que dans les motivations à la fois ukrainiennes et dans l'attitude de la Russie, il y a le fait que l'Ukraine a mis dans sa constitution l'objectif de rejoindre et l'Union européenne et l'OTAN. Au fond, peut-être prêtant beaucoup plus de crédit à certaines voies occidentales qu'à d'autres. Pour l'Ouest, qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, avec des différences très fortes entre États-Unis et Europe, c'est au fond de ne pas se battre et d'éviter tout élargissement du conflit. Le contenir et d'essayer de continuer à croire qu'il va se limiter à 3 belligérants, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Deuxième point, l'épreuve du terrain. Il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé après 5 jours d'opération, c'est le chiffre divulgué par le ministère russe de la Défense de 498 morts et de 2000 blessés. Ce chiffre est ahurissant. Il est évidemment sous-estimé par rapport aux pertes réelles. On estime, alors il y a différentes estimations, mais qu'il y a 6000 morts côté russe. Mais pourquoi ce chiffre est ahurissant? C'est que si le ministère russe de la Défense le donne 5 jours après le début des opérations, ce n'est pas par souci de transparence, mais c'est pour accélérer la militarisation du corps social russe. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est à cela, avec très probablement une nécessité de mobiliser beaucoup plus largement que dans le périmètre des forces armées russes telles qu'elles fonctionnent actuellement. Et quand on voit évidemment le flux de réfugiés ukrainiens, ou plutôt d'Ukrainiennes, puisque ce sont principalement des femmes et des enfants qui partent, puisque les hommes doivent rester, les hommes entre 18 et 60 ans doivent rester, nous avons aussi une vague d'émigration russe sur des forces vives, et en particulier d'hommes qui craignent, pour des gens que je peux côtoyer professionnellement, la mobilisation. Ensuite, ce qui se passe, à mon avis,
relève d'une forme de suicide historique de la part de la Russie. Vous avez un texte extrêmement important qui a été écrit par le président Poutine cet été, où il explique, avec un texte de 15 pages, ce qu'il dit depuis 2011, en parlant de l'Ukraine et de la Russie, comme Dvie strani один народ, c'est-à-dire deux pays, un seul peuple, dont le berceau se situe à Kiev, et ce à quoi il se livre, au fond, c'est au bombardement de sa matrice historique. Et donc ça relève une forme de suicide historique de mon point de vue. Sur le terrain, ensuite, évidemment, la question des réfugiés qui nous concerne d'ores et déjà, avec des pays qui sont évidemment en première ligne, en particulier la Moldavie, qui a déjà accueilli plus de 200 000 réfugiés, pays extrêmement fragile, puisque, comme vous le savez, elle est en partie divisée par la Transnistrie, où il y a une base russe, enfin des troupes russes depuis 1991. Je rappelle qu'entre Odessa et la frontière de la Moldavie, vous avez 60 km. Et donc une des questions stratégiques immédiates, c'est est-ce que la Transnistrie peut servir de base arrière aux opérations en Ukraine. Et puis le rôle absolument décisif d'un pays comme la Pologne dans l'accueil aujourd'hui des réfugiés d'une part, et d'autre part dans aussi la tonalité qui est donnée à la réponse occidentale. Au fond, les Occidentaux, par l'OTAN, ne veulent pas se laisser entrer dans la guerre, mais livrent des armes. Et livrent des armes, pour ce que j'en comprends, de manière extrêmement différente selon les pays. Le troisième point de cette invasion de l'Ukraine, c'est la question de la conduite politique de la guerre. Là, je voudrais faire 4 arrêts sur image pour essayer d'illustrer la manière justement avec laquelle Poutine conduit sa guerre ou ses guerres. Premier arrêt sur image, c'est, vous l'avez peut-être vu, le 21 février, lorsqu'il convoque le Conseil de sécurité et qu'il c'est télévisé pour la première fois. Donc le Conseil de sécurité est la structure qui réunit 14 membres, donc le chef d'état-major des armées, les chefs de services de sécurité, etc. Moyenne d'âge 64 ans. Il leur délivre, à mon sens, le discours suivant. D'abord, il en humilie certains, indiquant par là même qu'effectivement, il y aura des arrestations en cas de contestation ou de rébellion. Et il leur dit la chose suivante, c'est je suis président, guébiste et historien. Et c'est moi qui ai écrit l'histoire russe, mais je vous embarque. Vous êtes responsable avec moi de ce que nous sommes en train de faire. La deuxième arrêt sur image, cet arrêt sur image, il faut également le mettre en parallèle avec 2 jours plus tard, le fait d'avoir réuni les 35 plus gros oligarques de Russie, moyenne d'âge 54 ans, auquel il dit au fond, vous allez contribuer à l'effort de guerre, et que là aussi, je vous embarque parce que vous m'êtes tous redevables pour vos fortunes. Petit détail qui n'en est pas un, on se rend compte évidemment que sur ces 35 oligarques, une grande majorité d'entre eux a un passeport européen. Puisqu'au fond, fondamentalement, ce qu'a fait l'oligarchie russe depuis 20 ans, c'est d'acheter du droit en Europe. Vous n'avez pas besoin d'un état de droit chez vous quand vous pouvez l'avoir à 1 heure d'avion. Deuxième arrêt sur image, le 24 février, lorsqu'il annonce l'invasion, et qu'il délivre de manière explicite un message nucléaire. Troisième arrêt sur image, pour mettre en scène ce message nucléaire, la réunion entre lui, toujours à distance, vous le savez maintenant, ces grandes tables, entre lui, Shoigu, son ministre de la Défense, et Gerasimov, son chef d'état-major des armées, pour bien montrer que le feu nucléaire se décide entre ces 3 hommes. Et quatrième arrêt sur image, le discours d'hier soir, où il a dit 2 choses très importantes. D'abord que l'opération se passait comme prévu, et d'autre part, appelant à mettre en déroute la 5e colonne en Russie et appelant le peuple russe à une forme d'autopurification. Donc le recours à un lexique
de plus en plus religieux, voire millénariste en fait. Donc voilà sur l'aspect invasion de l'Ukraine. Maintenant, le deuxième point sur l'évolution de la politique de sécurité de la Russie et comment cette guerre était prévisible à partir du moment où on considère que la guerre est consubstantielle, comme je le disais en introduction, au pouvoir de Vladimir Poutine. Alors je vais faire quelques points de rappel chronologique pour à la fois montrer le fil rouge de ce caractère consubstantiel de la guerre, et puis en même temps les bifurcations qu'il a prises, ou aussi les bifurcations que les Occidentaux n'ont pas forcément saisies. D'abord, rappeler qu'il prend ses fonctions en 2000 et qu'il commence son mandat en perdant un sous-marin nucléaire, le Kursk, en août 2000. Et que la réponse politique à ce désastre, ça a été d'offrir, non pas de punir ces militaires, mais de leur offrir une revanche en Tchétchénie. Deuxième guerre de Tchétchénie entre 2000 et 2003, qui va être gagnée par la Russie, alors qu'elle avait perdu la première entre 1994 et 1996, et qui va être gagnée avec une manière de faire la guerre que l'on retrouve ensuite en Syrie et aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire rasée. Bombardement de Grozny est annonciateur des bombardements actuels en Ukraine. 2003, c'est aussi une date très importante parce que ça montre sur le plan intérieur la mise au pas des oligarques avec l'affaire Yukos, c'est-à-dire que le plus puissant d'entre eux, et surtout celui qui avait envisagé un partenariat avec ExxonMobil pour l'exploration et la production de pétrole sur le territoire russe, est arrêté, jugé et fera 10 ans de camp, Mikhail Khodorkovsky. 2003, c'est aussi l'opposition commune entre Moscou, Paris et Berlin face à l'intervention anglo-américaine en Irak. Alors ça, c'est très important parce que les Russes nous disent aujourd'hui, mais c'est nous qui sommes cohérents par rapport à cette opposition. Ils sont dans une sorte toujours de mimétisme par rapport à ce que les Américains ont fait en Irak. Et ils disent, au fond, notamment à Paris, c'est vous qui avez changé de position en intervenant notamment en Libye en 2011. Autre date très importante, 2004, le double élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN à des pays qui précisément rejoignent ces structures pour sortir de l'influence historique de la Russie. 2005, la réaction russe au traité constitutionnel de l'Union européenne, qui, vous en souvenez, est rejeté à la fois par la France et par les Pays-Bas. Et là, la communauté stratégique russe, ça on ne l'a pas saisi à ce moment-là, mais comprend qu'il y a une forme de déconnexion qui s'opère entre le projet européen tel qu'il est porté par les élites européennes et les opinions. Et au fond, le calcul qui commence dès 2005, c'est de se dire l'Union européenne tombera avant nous. 2007, le discours de Munich, auquel on se réfère de plus en plus désormais, où Vladimir Poutine fustige l'unilatéralisme américain, fustige l'élargissement de l'OTAN. 2008, sommet de Bucarest, où vous avez cette ambiguïté qui est tout sauf constructive, mais destructive au fond, entre le fait de dire à la Géorgie et à l'Ukraine, vous ne rentrez pas dans l'OTAN, mais vous rentrerez un jour. Ce qui est au fond ressenti comme une provocation par Moscou. Et la réponse à cela, c'est la guerre de Géorgie de 2008. 2011, l'intervention franco-britannique est soutenue par les Américains en Libye, qui est probablement là aussi un moment de frottement entre Medvedev, qui est, je le rappelle, président entre 2008 et 2012, Vladimir Poutine étant à ce moment-là Premier ministre. C'est probablement sur ce sujet-là d'ailleurs que la friction entre les deux hommes a été la plus importante, puisque Vladimir Poutine parle à ce moment-là de croisade occidentale en Libye et d'une interprétation toujours, comment dirais-je, partiale du droit international. 2013, c'est le tournant, dans le sens où la non-intervention de Barack Obama en Syrie
après avoir tracé des lignes rouges sur l'utilisation des armes chimiques, n'est pas, comment dirais-je, suivi d'effet. La Russie propose d'ailleurs à ce moment-là de neutraliser l'arsenal chimique syrien. Et ça, c'est un point très important parce que ce que la Russie, ça c'est des choses qu'on n'a pas vues, mais vous avez une coopération militaire entre la Russie et la Syrie qui existe depuis 1956 et qui est passée notamment par la formation de tous les officiers syriens à la pratique des armes chimiques. Et on a aussi un moment où ce que la Russie a fait depuis 10 ans, c'est de se construire progressivement une sorte d'armée coloniale. Avec, on va le voir aujourd'hui, des éléments qui viennent de Syrie et qui vont se battre en Ukraine. Idem pour l'utilisation qui est faite des troupes tchétchènes. 2014, l'annexion de la Crimée, sans coup férir. La déstabilisation du Donbass avec ce qu'on appelle l'hybridité, c'est-à-dire l'utilisation de forces spéciales, de troupes sans uniforme, etc. 2015, l'intervention en Syrie, qui modifie le rapport de force et qui, avec l'aide de l'Iran, sauve le régime de Bachar el-Assad. Et puis 2020, le tour de passe-passe constitutionnel au début de la crise sanitaire, qui permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir, s'il le souhaite, jusqu'en 2036. Donc tout ça, ces rappels chronologiques, si vous voulez, pour montrer qu'on peut en fait lire de plusieurs manières ces 22 ans, en essayant d'identifier, en voyant qu'il y a un fil rouge. De mon point de vue, il y a un fil rouge, et puis il y a aussi des bifurcations qui ont été prises. Et peut-être que le travail des historiens, ça sera de comprendre pourquoi ces bifurcations ont été prises dans le sens qui aboutit aujourd'hui à l'invasion et à la destruction de la Crimée. Le deuxième point sur l'aspect politique de sécurité de la Russie, c'est que dans toutes les années de déshérence de la Russie des années 90, il y a une chose sur laquelle la Russie n'a jamais flanché, en quelque sorte, c'est l'arme nucléaire, qui reste l'alpha et l'oméga du dispositif de sécurité de la Russie. Et ce qui se passe avec le retour de Vladimir Poutine, c'est que dans les 10 premières années de son règne, vous avez un triangle assez simple qui se met en place. Il renationalise la rente énergétique, d'où par exemple l'affaire Yukos. Il purge les oligarques venant du monde privé qui avaient pris des positions publiques pour les remplacer par des oligarques venant de positions publiques allant vers des positions privées. Quelqu'un comme Igor Sechin étant patron de Rosneft étant caractéristique de ce mouvement inverse. Donc renationalisation de la rente énergétique, reconstruction à bas bruit de l'outil militaire, le tout dans une quête de prestige international et qui passe fondamentalement par l'idée que pour être respecté sur la scène internationale, il faut être craint. Alors ça renvoie à des discussions que nous avions eues jadis avec Nicole, ça renvoie en fait à une réflexion beaucoup plus générale sur les tendances en termes de désarmement et de réarmement. Je pense que la situation actuelle peut aussi s'expliquer par le fait que les Européens sont pris à contretemps, puisqu'ils désarment depuis 2 générations, depuis le début des années 70, et qu'ils sont désormais face à des acteurs stratégiques, Russie, États-Unis, Chine, Turquie, Arabie Saoudite, qui réarment massivement depuis une génération, depuis en gros le septembre 2001. Et ça crée un décalage qui a laissé penser à Vladimir Poutine, de mon point de vue, c'est une analyse qui est évidemment très discutable, mais qui avait une faiblesse fondamentale des Européens par manque de crédibilité militaire. Impression évidemment renforcée par la déroute de cet été en Afghanistan et les conditions du retrait américain. Impression renforcée par l'utilisation des troupes type Wagner, des mercenaires qui, déployés au Mali, provoquent au fond la fin de l'opération Barkhane. Et donc il y a un effet, si vous voulez,
d'utilisation tout simplement de la force militaire dans son caractère le plus direct, le plus cru, pour être reconnu et pour modifier la situation sur la scène internationale. Alors, le troisième élément, c'est sur les conditions de réorganisation des armées russes. Il y a un expert russe très connu qui a l'habitude de dire les armées russes ne sont jamais aussi fortes qu'elles le prétendent, mais jamais aussi faibles qu'elles n'ont l'air. Et en fait, probablement dans la situation actuelle, on est un peu troublé parce qu'on a redonné beaucoup de crédit militaire à la Russie, qui a reconstruit une partie de ses forces armées en les rendant effectivement beaucoup plus agiles. Ça s'est observé notamment en Syrie. Et puis en même temps, il y a le corps de cette armée de conscription, les gros bataillons, qui est en train de s'enliser complètement en Ukraine. Et donc notre appréciation aussi de l'outil militaire russe est une appréciation très difficile à faire, par manque, tout simplement, et ça je l'ai observé dans mon parcours professionnel, tout simplement de suivi, au sens premier du terme, de l'ordre de bataille de la Russie. Mais ce qui est néanmoins frappant, et c'est pour ça que je faisais allusion à cette dimension spatiale précédemment, c'est qu'on a néanmoins une armée qui s'est réorganisée selon les principes de la doctrine Gerasimov, du nom du chef d'état-major des armées, qui posait le principe d'un contournement de la guerre interétatique directe pour parvenir à ses fins, ce qu'on a appelé au fond l'hybridité. Cette idée sur laquelle vous faites le maximum de choses sous le seuil de la guerre, par du cyber, par de la pression politique, par des opérations spéciales, par de l'espionnage, par des coups, mais sans jamais recourir au fond à la force directe, à la stratégie directe. Or, l'invasion de l'Ukraine, c'est cette rupture, c'est-à-dire c'est la fin d'une certaine manière de la doctrine Gerasimov et le retour à la force directe dans sa brutalité la plus extrême, type Seconde Guerre mondiale. Donc on est aussi, avec l'invasion en Ukraine, dans une rupture du cadre politico-stratégique qui était celui de la Russie depuis 2000. Troisième volet, la question de la relation entre la Russie et l'Occident. Alors, là, évidemment, c'est un sujet, pour y passer des heures, mais je vais essayer de le résumer de la manière suivante. Pendant les années, je dirais 2000, pendant les deux premiers mandats de Vladimir Poutine, donc 2004, 2008, l'attitude générale a consisté à voir surtout la Russie comme un marché émergent. C'est-à-dire que la Russie était une des lettres des fameux BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Au fond, c'est une notion d'investisseurs, les BRICS, c'est-à-dire vers où orienter le flux d'investissement, qui ensuite a eu une traduction politique, puisque les BRICS se sont réunis. Il y a eu le sommet des BRICS. Et en ce sens, il y avait chez Vladimir Poutine une récupération de ce qu'on appelait la doctrine Primakov. Primakov étant un des derniers premiers ministres de Boris Yeltsin, qui avait théorisé une relation triangulaire entre la Chine, l'Inde et la Russie. Donc nous, en Europe, à ce moment-là, on a beaucoup lu la Russie comme c'est un marché émergent et on va profiter de ce marché émergent parce qu'il y a une forme de complémentarité. Pour faire très simple, on vend des biens de consommation et on prend de l'énergie, à la fois en pétrole et surtout gaz. Et on structure ça par une relation institutionnelle très ambitieuse entre l'Union européenne et la Russie. Je rappelle qu'avant 2014, vous aviez 2 sommets semestriels entre l'Union européenne et la Russie, avec une structuration politique au plus haut niveau. Voilà, ça sont les années où, après avoir travaillé chez Nicole, moi j'ai commencé à l'IFRI, il y avait par exemple le Collège d'Europe. Il y avait un Collège d'Europe à Natoline, et puis il y a eu un Collège d'Europe à Moscou, au MGIMO, qui avait pour finalité de former les hauts fonctionnaires russes à cette relation entre l'Union européenne et la Russie. Et on est allé très loin. Il y avait toute une ingénierie
qui a fonctionné et qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Le problème, c'est les choses commencent à se gripper à partir de 2009, précisément, enfin, non, pour être plus précis, les choses se grippent dès 2004, précisément à cause de l'Ukraine. On l'a oublié, mais lorsque Vladimir Poutine arrive en 2000, il est très allant sur la relation avec l'Union européenne. Il fait un discours resté célèbre au Parlement allemand, et il fait de la relation avec l'Union européenne et de la relation avec l'OTAN une priorité. C'est-à-dire qu'on est après 2001, il y a des formes de coopération qui existent, notamment en Afghanistan, et il y a une refondation de la relation entre l'OTAN et la Russie. Il y a eu un acte fondateur en 1997, il y en a un autre en 2005, très ambitieux, pareil sur la relation entre l'Union européenne et la Russie. Et tout ça commence à se gripper parce que lui essaie de mettre en place ce qu'il appelle l'espace A4 en 2003, c'est-à-dire une union douanière entre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. Dans une logique consistant à dire, au fond, il faut une sorte de pôle qui ne soit pas dans un rapport de symétrie avec l'Union européenne, puis ce n'est pas du tout la même chose sur le plan économique, mais néanmoins, c'est-à-dire qu'il y ait de l'intégration régionale. Et ce qui est reproché d'emblée par Moscou à l'Union européenne, c'est de dire, mais on ne comprend pas très bien, parce que vous soutenez politiquement tous les processus d'intégration régionaux à travers le monde, avec Latine, en Afrique, etc., sauf dans l'espace post-soviétique. Et pourquoi, en fait, l'Union européenne ne le fait pas? Parce qu'elle s'est ouverte à des pays, en particulier à la Pologne et aux pays baltes, qui précisément l'ont rejointe pour, encore une fois, échapper fondamentalement à l'influence historique de la Russie, et qui ne veulent pas entendre parler d'intégration régionale dans l'espace post-soviétique. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, assez fondamental de désaccord. Là-dessus arrive la révolution dite orange en Ukraine, dont je rappelle les circonstances. Vous avez une élection volée de Yanukovych, qui sera ensuite réélu et qui jouera un rôle très important en 2014, et cette élection étant volée, provoque une réaction populaire, et cette révolution orange qui va porter au pouvoir Yushchenko, vous savez, ce président qui avait été empoisonné et qui avait été défiguré à la suite de cet empoisonnement. Et c'est interprété d'emblée par la Russie comme une manipulation des services secrets occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité fondamentale chez Vladimir Poutine à concevoir le simple fait d'une aspiration démocratique d'un peuple. Dans son étranger proche, ça ne peut être que le résultat d'opérations de services de renseignement. Donc là, ça se grippe très fort. Et ensuite, l'autre date très importante, c'est le lancement à partir de 2009 du partenariat oriental par l'Union européenne, c'est-à-dire la tentative de l'Union européenne d'avoir une politique qui porte sur son voisinage, à la fois sur son voisinage sud. Alors là, on se souvient par exemple de l'Union pour la Méditerranée, des désaccords entre Français et Allemands sur la démarche. Et puis il y avait cette démarche qui était portée par l'Union européenne d'un partenariat oriental qui d'emblée a bien distingué les 6 pays concernés, qui étaient la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, donc Europe orientale, et les 3 pays du Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, de la Russie. La Russie d'emblée disant « nous ne voulons pas être objet de ce partenariat oriental ». Et donc vous avez une sorte de mécanique qui se met en place où, évidemment, nous, Européens, ce qu'on pense être le partenariat oriental, c'est le glacis occidental de la Russie. C'est-à-dire que ce sont ces pays qui ont toujours fait partie d'une sorte de périphérie de l'Empire russe et qui, dans la culture stratégique russe, ont valeur de profondeur stratégique. C'est ce qui protège, au fond, de ce qui vient de l'Ouest, historiquement. Donc ce choc-là, il va se matérialiser à la faveur avec l'Ukraine, où il se passe la chose suivante, c'est que la Russie dit toujours l'Ukraine dans l'OTAN, jamais, mais une relation entre l'Ukraine et l'Union européenne, pourquoi pas? À la limite, ça ne nous regarde pas. Mais la ligne rouge, pour le coup,
de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN, elle est tracée depuis 2000. Elle a connu des variations, mais elle est, à mon avis, tout à fait explicite. Là-dessus, vous avez effectivement un mouvement qui a consisté à dire, dans un cadre otanien chez certains pays, en fait, il faut profiter de la faiblesse de la Russie pour élargir l'OTAN le plus vite possible, et notamment, on est à ce moment-là en pleine guerre d'Irak, donc dans une logique il faut faire ce qu'on appelait le Black Sea Area pour une stratégie d'accès vers le Great Middle East. C'est-à-dire qu'il faut en fait faire rentrer la Bulgarie et la Roumanie pour être dominant en mer Noire, parce que la domination en mer Noire permettra d'avoir l'accès au Moyen-Orient. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait la Russie a réussi à faire exactement l'inverse 10 ans après. C'est-à-dire que c'est elle qui est dominante en mer Noire et c'est elle qui a eu l'accès vers la Syrie. Donc ça conduit à dire qu'il faut évidemment relier très étroitement, à partir de 2011-2012, ce qui se passe en Ukraine de ce qui va se passer au Levant. Parce que c'est connecté dans l'esprit de Vladimir Poutine. L'aspect ensuite, c'est qu'il y a un changement, je dirais que je situe en 2012-2013. Pourquoi? Parce que 2012, vous avez une contestation populaire en Russie, qu'on appelait Bolotnaya, où au fond les classes urbaines moyennes qui profitent de la mondialisation contestent le tour de passe-passe institutionnel qui a remis Vladimir Poutine à la présidence en succédant à Medvedev. Cette contestation va se traduire par un durcissement du régime très progressif, mais je dirais de la très bonne police politique, et notamment un retournement des technologies de l'information et de la communication. Là où on avait un espace de discussion très ouvert en Russie, avec des acteurs d'ailleurs nationaux, je pense à Yandex, je pourrais revenir là-dessus. Donc un modèle très différent de ce qu'on pouvait observer en Chine. Il y a un basculement à partir de 2012 de reprise de contrôle par les technologies de l'information et de la communication de l'espace public russe, et donc de la vie politique ou de ce qui tenait lieu de vie politique. Et à partir de 2012, durcissement du régime de plus en plus perceptible, et qui va conduire à cette notion de deux pays, un seul peuple, qui commence à être répété par Vladimir Poutine dès 2011 et qui aboutit, 2014, annexion de la Crimée et déstabilisation du Donbass. Donc je crois que ce rappel est important parce que ça montre, si vous voulez, que on est fondamentalement ce que la Russie reproche, non pas à l'OTAN, je pense qu'il y a une fixation sur l'OTAN qui est compréhensible, mais reproche à l'Union européenne au fond d'avoir fait de la géopolitique sans le reconnaître. Troisième niveau, c'est le niveau de l'Eurasie. Alors, la notion d'Eurasie est une notion d'une très très grande complexité dans le référentiel géopolitique de la Russie. Vous avez ce vieux débat slavophile européaniste, et cette notion d'Eurasie est aussi très utilisée par certaines forces politiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Eurasie, telle que les Russes la comprennent, est une notion très différente de notre compréhension à nous, ou même de la compréhension qui peut être celle des Chinois. Pourquoi je me réfère à ça? C'est que vous avez, à mon avis, une carte qu'il faut garder à l'esprit, c'est le vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant à la fois en 2014 l'annexion de la Crimée ou condamnant l'invasion de l'Ukraine. Vous avez 4 pays qui soutiennent la Russie et vous avez 35 pays qui se sont abstenus. Et la géographie de ces abstentions est très indicative d'une sorte de vision du monde de la Russie, et aussi très indicative, à mon avis, des évolutions à venir du système international. Vous avez les BRICS, moins le Brésil, et puis surtout vous avez les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une structure qui a été créée au départ par la Russie et par la Chine, la date exacte je ne l'ai plus en tête, ça doit être 2000, qui a permis d'ailleurs de régler le différend frontalier entre la Russie et la Chine, et à laquelle participent les pays d'Asie centrale et puis progressivement d'autres pays, et pas des moindres, puisque le Pakistan, l'Inde, l'Iran
on rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai. Au fond, c'est peut-être le club nucléaire non occidental par excellence, l'Organisation de coopération de Shanghai. À cela s'ajoute, à cette géographie, s'ajoutent des pays d'Afrique qui se sont abstenus, comme l'Algérie, comme le Mali, comme le Sénégal. Donc, l'isolement de la Russie, je pense qu'il faut le relativiser. En réalité, ce qui est en train de se passer, ce sont des sanctions d'une amplitude sans équivalent prises par l'Union européenne et les États-Unis et d'autres pays, notamment le fait que la Suisse, par exemple, y soit allée aussi, est à mon avis un indicateur très important. Sans équivalent parce que c'était comment répondre, comment trouver la juste proportion par rapport à la violence qui se déchaîne sur l'Ukraine. Mais en réalité, ça ouvre deux questions assez fondamentales. C'est qu'on a toujours une réflexion sur les sanctions, sur leur efficacité. Sont-elles ou ne sont-elles pas efficaces? Alors, il y a toujours l'exemple de l'Afrique du Sud, etc. Mais on a très peu de réflexion sur l'effet de système de ces sanctions. Or, il va être, à mon avis, massif, parce qu'il appelle des contre-sanctions, que ce qui est aujourd'hui gelé sera évidemment défendu, c'est-à-dire que cette captation d'actifs russes en Europe sera défendue par des gens qui ont les moyens de se défendre, et qu'elle va s'accompagner d'une captation d'actifs, d'investissements occidentaux en Europe, qui sont beaucoup plus importants côté européen que côté américain. Et cet effet de système, en réalité, nous n'en voyons pas les conséquences, à mon avis, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous déconnectons la Russie du versant occidental de la mondialisation. Mais il y a un autre versant, qui est le versant oriental. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'attitude de la Chine est tout à fait décisive pour apprécier la portée qu'auront et l'effet produit par ces sanctions occidentales sur la Russie. Je finirai en disant que de ce point de vue-là, il y a, à mon avis, il ne faut pas se tromper, la Russie n'est pas la Serbie. Que ce soit par sa taille, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, puissance spatiale, fournisseur à l'échelle globale de pétrole, de gaz, etc. C'est-à-dire que la capacité de résistance n'a rien à voir avec celle de la Serbie. Sur l'aspect Eurasie, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a un texte qu'il faut absolument lire, ou faire lire, c'est la déclaration sino-russe du 4 février, donc qui est antérieure à l'invasion, qui s'est faite lorsque Vladimir Poutine est allé à Pékin pour les Jeux Olympiques. En fait, il faut toujours se méfier des Jeux Olympiques. C'est souvent là que se trament les choses très graves. Mais ce texte est tout à fait important parce qu'il y a trois choses à retenir. La première, c'est que la Chine et la Russie considèrent qu'elles ont leur propre modèle démocratique, qu'elles ont un modèle démocratique qui leur est propre, considèrent ensuite que leurs liens ne peuvent que se renforcer avec le développement de l'intelligence artificielle et suggèrent également des formes de coopération poussées entre la Russie et la Chine évidemment, mais aussi l'Inde. Et l'abstention de l'Inde est une abstention qui s'explique principalement par la dépendance de l'Inde vis-à-vis de l'armement russe. L'Inde a deux grands fournisseurs d'armement, la Russie et la France. Donc, je crois que pourquoi je fais ce détour par l'Eurasie, c'est que évidemment, quand on se place sur cette notion d'Eurasie, on comprend qu'il y a deux pays, un seul peuple en Ukraine, et puis il y a un pays de système entre la Chine et Taïwan. C'est-à-dire que ce que la Russie considère avoir réussi, c'est de faire comprendre aux États-Unis qu'ils ont deux fronts. Un premier front entre la Baltique et la mer Noire, qui correspond à ce que Timothy Snyder appelle les terres de sang, c'est-à-dire ces pays qui ont été le théâtre de l'affrontement entre les totalitarismes nazis et soviétiques. Et l'Ukraine, de ce point de vue-là, est le pays martyr par excellence. C'est-à-dire que 30 ans après la chute de l'URSS, se déchaîne à nouveau sur l'Ukraine la violence russe. Puis le deuxième théâtre, c'est évidemment la mer de Chine, avec les relations entre Taïwan et la Chine, qui sont la grande question géopolitique pendante et qui oblige au fond les États-Unis
à se rendre compte qu'ils n'ont probablement pas les moyens d'être présents sur deux fronts. D'où leur très grande prudence, de mon point de vue, dans la crise actuelle. Ça va me permettre de conclure en disant deux choses. C'est que trois choses. La première, c'est que, évidemment, le sujet, il est d'abord en premier lieu pour les Ukrainiens, mais il va être très rapidement pour les Européens, qui se retrouvent avec des questions de sécurité dramatiques à gérer, à mon avis, de plus en plus par eux-mêmes. Et ils ne sont pas prêts à le faire, ni militairement, ni politiquement. Et ce sont les Européens qui vont, indépendamment encore une fois de la question de l'Ukraine à proprement parler, ce sont les Européens qui vont le plus pâtir des sanctions et des contre-sanctions. La deuxième remarque conclusive, c'est que, évidemment, c'est une période pivot, sans mauvais jeu de mots par rapport au pivot américain vers le Pacifique, mais c'est une période pivot parce que, au fond, le principe d'une Europe qui a réussi à avoir la paix pendant 70 ans dans le cadre de l'Union européenne et de limiter les frictions dans son voisinage, cette période est révolue sur son pourtour, avec des conséquences et des effets de bord très difficiles à apprécier, même pour les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire jusqu'à quel point cette cohésion peut-elle se maintenir. Et la troisième grande conclusion, c'est que pendant la guerre, et en pensant au jour d'après, parce qu'il y aura forcément un jour d'après, c'est évidemment toute la nature de la relation avec la Russie qu'il faut reconsidérer. Je vous remercie de votre attention. Merci Thomas, merci, c'était vraiment passionnant. J'ai un commentaire et une question et après je vais ouvrir pour la salle. Le commentaire, c'est quand on fait la lecture comme ça, ex post de ce qui s'est passé, et c'est très précieux de vous entendre, c'est qu'on se demande effectivement, mais comment on n'a rien vu ? Comment on a pu être aussi aveugle ou du moins aussi tellement imbu de nous-mêmes, de notre supériorité, de notre intelligence, de notre excellence, que de ne pas avoir compris que ce dirigeant-là était dans un autre système de pensée. Et donc moi, ce qui me perturbe aujourd'hui, tout autant que la guerre en Ukraine, c'est l'effondrement de notre vision du monde, l'effondrement de notre modèle européen, l'effondrement du modèle allemand. Enfin, on a été nuls d'une certaine façon sur le plan stratégique parce qu'on n'a pas compris depuis 2000 ce qui se tramait dans la tête de Poutine. Et ça, je trouve que je suis complètement d'accord avec votre introduction. C'est un échec majeur. Moi, je dirais c'est un échec de ma génération. La génération a tout raté d'une certaine façon. Nous avons raté l'enrichissement de la planète et on l'a vu avec la crise de 2008, les gilets jaunes et l'explosion des inégalités dans le monde. Et on a raté l'établissement de la paix en Europe avec le passage à l'acte de Vladimir Poutine. Mais, donc ça c'est voilà, un commentaire. Mais ma question est, si l'objectif de Poutine est de rétablir dans une espèce de fantasme délirant la Grande Russie, enfin la grandeur de la Grande Russie, alors est-ce que c'est simplement sur le plan extérieur qu'il a cette ambition, c'est-à-dire est-ce que c'est une ambition uniquement territoriale, ou est-ce qu'il a aussi la même ambition de rétablir la grandeur russe sur le plan intérieur? Et alors moi je ne suis pas une spécialiste de la Russie, mais ce que l'on sait de Catherine II ou de Pierre le Grand, c'était qu'on avait une mini élite extrêmement ouverte sur l'extérieur. Voltaire échangeait avec l'impératrice de Russie, etc. Et une masse complètement asservie, brutalement et appauvrie. Et donc ma question est-ce que sur le plan intérieur, Poutine a aussi l'idée, ce terme qu'il a employé hier, d'auto-purification, moi m'a terrifié.
est-ce qu'il a aussi l'idée de revenir à un système stalinien comment dire, de contrôle absolu de la population, de purge, de camps, de goulag? Autrement dit, est-ce qu'on aura une équivalence entre la grande Russie à l'extérieur et la terrible Russie à l'intérieur? Voilà, ça c'est ma question. Et après, j'ouvrirai le débat. Mais ceux qui ont déjà des questions, vous me faites un petit signe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, sur l'ambition extérieure, voilà. Sur l'ambition extérieure, il est à la recherche de symboles, et je pense qu'il y a un symbole auquel il faut être très attentif, c'est l'accord de décembre 1991 entre les 3 présidents russes, biélorusses et ukrainiens qui met fin à l'URSS. Ça se fait dans une forêt là, près de Minsk. Et moi, je ne serais pas surpris. Je pense qu'ils cherchent une forme d'intégration sur des formes à définir entre ces 3 pays. Et je ne serais pas surpris qu'ils soient dans une logique au même endroit, faire une signature montrant cette forme de réintégration. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect extérieur, ce qui va aller de pair avec tout ce discours sur la réunion des terres russes. En 2014, on avait eu ça, c'est la notion de Novaya Rossiya, la nouvelle Russie, c'est-à-dire les terres d'empire, en fait. Alors, sur le plan intérieur, c'est une question... D'abord, il y a quand même un contrôle social. Il n'y a pas en Russie, il n'y a plus de... Toutes les oppositions institutionnelles ont été balayées. Balayées, corrompues, achetées, ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'opposition institutionnelle. Ensuite, il a une clientèle qui fait que voilà, il a désamorcé un certain nombre de choses en proposant par soldat tué l'équivalent de 70 000 euros. Donc c'est pas rien. En fait. Et sa clientèle, c'est pas Moscou en fait. C'est pas les classes urbaines avec lesquelles on interagit. Sa clientèle, sont les fonctionnaires dans les villes de Russie, les retraités. Et cette base-là, elle est aujourd'hui, à mon avis, dans un univers médiatique qu'on a du mal à se représenter. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui suivent les médias russes, mais c'est toujours c'est toujours extrêmement intéressant à suivre parce qu'on voit à quel point, et ça me permet de commenter sur votre commentaire. Angela Merkel avait indiqué qu'elle a l'impression de quelqu'un dans une réalité parallèle. Et ça me semble être une très bonne formule pour décrire ça. Laurent Fabius, dans ses mémoires, raconte quelque chose que j'utilise souvent parce que je me suis retrouvé dans des situations similaires en Russie. Raconte une discussion avec Lavrov, où Lavrov lui dit, tu vois, Laurent, ton jus d'orange, tu le vois orange, mais en fait, il est bleu. Ton jus d'orange est bleu. Bon. Et ça... C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Russie, c'est-à-dire que vous avez des gens, on commence à rentrer dans quelque chose qui est très inquiétant par rapport à ce qu'on a connu jadis, où vous avez des gens qui commencent à être arrêtés parce qu'ils ont juste un panneau blanc. Il n'y a pas marqué Niet Vaini, il n'y a rien marqué, mais ils se font embarquer. Manu militari. Donc quand vous commencez à rentrer dans ces logiques d'absurdité, avec une culture au fond policière et sans contre-pouvoir, en fait ça peut aller très vite. Alors je ne sais pas si ça se traduira par... D'abord, vous avez des formes de goulag qui existent toujours. Je crois qu'il y a 1 million de détenus en Russie. Et le passage par la prison, par le goulag, est aussi un élément de la culture sociale russe extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies sociales qui ne peuvent s'expliquer que par le fait d'être passé par le goulag. Avec des phénomènes... Est-ce que ça va être dans les mêmes proportions? Très franchement, je n'en sais rien. Évidemment, personne ne le souhaite. Mais les mécanismes... Vous n'avez plus de séparation des pouvoirs en Russie. Vous avez une fusion des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ne serait-ce que ça fait que la procuratura... Bon, eh ben, elle va vous... Je sais pas, le taux, j'avais lu les taux sur les gens qui, une fois impliqués dans un procès, arrivent à obtenir, à être, comment dirais-je, blanchis, ça va être du 1%, quelque chose comme ça. Donc la mécanique, la rapidité du renfermement du pays d'une part, et la mécanique, vous voyez, le fait que la Russie soit sortie du Conseil de l'Europe, première déclaration de Medvedev, c'est de dire, ah, ça va être merveilleux, on va pouvoir remettre la peine de mort.
Parce que vous avez un moratoire depuis. Voilà. Donc ça peut aller très vite. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ce que je vois, c'est la rapidité du refermement et la militarisation du corps social, avec, à mon avis, des logiques d'épuration administrative qui vont commencer. Question. Monsieur. Pardon. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais que vous explicitiez le terme que vous employez en disant que c'est vital pour la Russie. Vous avez dit que c'est existentiel pour l'Ukraine. Alors là, on comprend bien pour l'Ukraine. Mais en quoi c'est vital? Est-ce que c'est vital dans la pensée, enfin dans la représentation du monde de Poutine, ou est-ce que c'est vital en soi? J'aimerais bien que vous explicitiez ça. Alors, attends. On va peut-être prendre 2 autres questions. On va essayer de faire 2 rounds. Est-ce qu'il y a... Alors, monsieur là-bas. Oui, bonsoir. Les Américains, quelle est leur vision là-dedans? Est-ce qu'ils s'en moquent complètement? Est-ce qu'ils veulent étendre l'OTAN? On se rappelle les mots de Macron disant que l'OTAN était en mort cérébrale. Donc, est-ce que c'est toujours vrai ou pas? Bon, on va prendre ces 2-là. Ça permet aux autres de réfléchir à d'autres questions. Alors, pour les États-Unis, quelque chose qui a été insupportable pour Vladimir Poutine, c'est le jour où Barack Obama a qualifié la Russie de puissance régionale. Voilà. Donc là, il y a un effet boomerang. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Russie considère qu'elle appartient à un directoire composé des États-Unis, de la Chine, et que c'est ce directoire qui, d'une certaine manière, donne l'orientation stratégique du monde. Ça vient de très loin, mais en fait, la déformation du triangle entre les États-Unis, la Chine et l'URSS/la Russie est une manière de décrire le cours de la mondialisation, c'est-à-dire ce qui commence en 72 avec le rapprochement de la Chine et des États-Unis, précisément dans l'esprit américain pour affaiblir l'URSS, se transforme à partir de 2008 avec le rapprochement entre la Chine et la Russie, précisément pour affaiblir les États-Unis. La Russie juge son retour d'influence sur la scène internationale à l'importance que lui accorde Washington. Ça, c'est quelque chose que les Européens ont beaucoup de mal à comprendre, mais dans l'esprit de la Russie, le mimétisme, c'est avec les États-Unis parce que, à eux deux, ils ont 90% de l'arsenal nucléaire mondial, parce que ils ont été en opposition pendant la guerre froide, et qu'au fond, pour la Russie, c'est uniquement dans ce cadre-là que se joue son destin stratégique en réalité. Alors côté américain, évidemment, il y a eu une sorte de déni de l'importance de la Russie, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect années 90 où on a un pays qui implose. Faut se rappeler, vous avez une espérance de vie dans les années 90 qui est de 57 ans pour les hommes en Russie. Donc vous avez littéralement un système qui tombe sur ses bases. Ça, c'est très important de comprendre ça parce que c'est quand même dans la mémoire récente de beaucoup de Russes, et d'avoir connu ça, un effondrement, ça les rend aussi souvent, comment dirais-je, très critiques vis-à-vis de nous. En disant, mais en fait, vos sujets, ça a été quoi? Oui, vous avez eu Marine Le Pen en 2002, quoi. Au deuxième... c'est pas 2002, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y a là aussi, dans l'expérience vécue, il y a quelque chose de très différent, et donc une incompréhension par rapport à l'attitude des États-Unis qui n'a cessé de croître. Côté américain, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lit la doctrine américaine, il y a la compréhension que dans les années 90, que le sujet, c'est la Chine, mais que l'hyperpuissance américaine des années 90 va être en mesure d'accompagner cette montée en puissance. Et on est dans une logique à ce moment-là de convergence. C'est-à-dire qu'on se dit, la Chine qui rentre dans l'OMC en 2001, cette convergence économique, elle va aboutir sous une forme de convergence politique, de rapprochement de modèles, pour faire très simple. Je rappelle que la Russie ne rentre dans l'OMC qu'en 2011. Bon, en réalité, on est aujourd'hui dans des phénomènes de divergence et politique et stratégique entre les États-Unis et la Chine, et par voie de conséquence, la Russie. Alors,
la question de l'OTAN, si vous voulez, est effectivement importante parce qu'elle est très utilisée dans l'argumentaire russe. Moi, je rappelle quand même deux choses là-dessus. Je suis pas du tout convaincu de la thèse de l'humiliation de la Russie. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, de fautes probablement, mais il faut rappeler quand même que dans les années 90, quand la Russie est au fond du trou, on fait, et qu'elle est battue militairement en Tchétchénie, après d'ailleurs la répression du Parlement en 93, et là il y a un tournant de l'histoire russe, on fait le Conseil OTAN-Russie, c'est-à-dire qu'on montre quand même aux Russes qu'ils sont l'autre pilier de la sécurité européenne par rapport à l'OTAN, alors qu'ils viennent de subir une défaite militaire sur leur propre territoire. Ensuite, on fait rentrer, ça c'était une volonté du président Chirac, on fait rentrer la Russie dans le G8. Bon. Je rappelle que la Russie fait défaut en 1998. Donc si vous voulez, ce thème de l'humiliation, alors il est aussi compréhensible parce qu'effectivement, vous avez eu des courants, assez bien identifiés maintenant par l'historiographie, ce qu'on a appelé les Chicago Boys notamment, qui ont dit au fond, qui ont vendu la Russie aux oligarques, qu'ils ont encouragé. Et puis on se retrouve dans un phénomène qui est très propre à l'histoire russe, c'est que la Russie a toujours été dirigée par ceux qui la possédaient. C'est-à-dire, vous regardez, là je vous ai décrit les deux groupes, le Conseil de sécurité et puis les 35 oligarques, vous regardez les montres qu'ils portent et vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système puissamment corrompu. C'est-à-dire que l'élite russe, celle qui dirige et celle qui possède le pays. Vraiment. Donc à partir de là, si vous voulez, l'élargissement de l'OTAN, il est effectivement ressenti par la Russie, mais pour moi le vrai sujet de sécurité de la Russie, en réalité, c'est peut-être moins l'élargissement de l'OTAN que la sortie américaine unilatérale du traité ABM en 2001. Parce que cette sortie, elle dégrade presque mécaniquement l'arsenal balistique de la Russie. Et ça, c'est effectivement un choc très important en termes de perception de sa propre sécurité ou de perception de sa propre insécurité. Puis ce qu'il faut quand même rappeler sur l'OTAN, c'est que quand vous êtes balte et quand vous êtes polonais, vous n'avez qu'une seule préoccupation, parce que votre mémoire historique est quand même très récente. Vous vous souvenez du pacte Molotov-Ribbentrop, vous vous souvenez de l'attitude de Paris à ce moment-là. Vous n'avez qu'une seule obsession, c'est d'obtenir une garantie de sécurité américaine. Et ça, nous, on a beau jeu de dire, eux, ils sont hystériques, etc. Oui, on le dit parce qu'on a l'arme nucléaire, en fait. Mais encore une fois, si vous êtes polonais et balte, ça se comprend assez bien. Alors la question sur intérêt vital, intérêt existentiel, c'est cette notion très forte dans la culture stratégique russe de glacis et de profondeur stratégique. Et donc le fait que l'Ukraine soit militairement liée à la Russie fait partie de cette notion de glacis. Ensuite, vous avez un aspect vital, c'est-à-dire que vous avez une proximité de fait. Il faut relire les textes de Solzhenitsyn qui sont incroyables à relire aujourd'hui, mais voilà, vous avez les familles mixtes russo-ukrainiennes sont très, très nombreuses, et donc effectivement une proximité, les deux peuples ont toujours vécu ensemble, mais vous avez néanmoins, de mon point de vue, une identité ukrainienne qui est niée fondamentalement par les élites russes, mais c'est assez récent comme attitude de négation. Parce qu'au fond, il y a quand même eu une volonté ukrainienne, je crois que c'était 92% en 91, d'indépendance. Donc c'est vital dans cet aspect de constitution d'un glacis par rapport, encore une fois, à une menace qui vient toujours de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que la Russie, la doctrine militaire russe a besoin de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN est la justification d'une armée de masse, d'une armée de conscription, et d'une opposition assez binaire qui est au cœur de la production doctrinale de la Russie. Question. Monsieur, là. Monsieur est devant. C'est vrai. C'est sympa. Je te remercie. Le jeune homme est après devant, madame. Bonsoir. J'ai juste une question, j'aimerais plutôt vous demander votre avis par rapport en fait à l'avenir de la Russie. J'aimerais juste savoir en fait ce que vous pensez de la Russie plus tard, si elle pourrait se démocratiser,
si elle pourra se rapprocher de l'Occident, par exemple, ou est-ce qu'en fait elle est condamnée à rester un régime autoritaire à jamais, en fait, on va dire par son histoire et sa culture en soi, parce qu'elle n'a jamais vraiment été, on va dire, démocratique, quoi, en fait. Merci. Madame Devant. Bonsoir. Deux questions. La première, tout à l'heure vous avez parlé des listes. Parlez bien dans le micro. Tout à l'heure vous avez parlé des listes de purge. Est-ce qu'implicitement vous évoquiez les ukro-nazis? Et deuxièmement, que penser de l'enclave de Kaliningrad aux Pays-Baltes? Est-ce que ça constitue une menace? Ok. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, oula. Allez, on va prendre les quatre et après c'est bon. Les deux jeunes hommes là-haut. Oui, parce qu'il est presque moins 10. Enfin, jeune femme et jeune homme, non? Pardon. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'ai une question par rapport à Total qui m'intrigue un petit peu sa position, parce qu'en ce moment, ça doit être un peu compliqué, l'état-major de Total. J'imagine qu'ils doivent avoir Macron régulièrement au téléphone. Et comment ça se passe, en fait, là comment gérer à la fois les restrictions et comment eux, ils peuvent gérer leur stratégie? Bonsoir, je vais vous poser une question, et là c'est moins sur la Russie, c'est plus sur l'Union européenne. Tout à l'heure je vous ai senti, comment dire, un pessimiste ou un peu circonspect en fait sur la capacité de résilience en fait de l'Union européenne par rapport à sortir en fait militairement ou même économiquement la tête haute, ou de pouvoir faire preuve de résilience en fait de cette crise, alors qu'en l'occurrence on a eu la crise de la dette souveraine. L'Europe a été capable de créer le fonds de stabilité européen. On sort de la crise Covid. La crise Covid, là on est dans la capacité en fait de mutualiser une dette et un plan de relance européen. Finalement, en fait, aujourd'hui, pourquoi être aussi circonspect? Puisque finalement, l'Europe, elle avance jamais aussi bien que quand il y a une crise. Merci, monsieur. Auriez-vous suivi les cours de Nicole Nisotto? Alors, on y va. Bon, là, je vais commencer dans l'ordre inverse. Donc, sur la capacité de résilience de l'Union européenne, moi, je suis un peu payé pour être pessimiste. Voilà, donc j'essaie toujours d'imaginer les pires scénarios en espérant qu'ils n'adviennent pas. Je suis assez d'accord avec vos rappels, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une succession de crises qui ont fait franchir des caps politiques inimaginables à l'Union européenne. En même temps, quand vous regardez ce qu'était, par exemple, la stratégie de Lisbonne, je crois que c'est 2009-2008, la stratégie de Lisbonne sur l'Union européenne comme fondamentalement grande économie de la connaissance. C'était bien avant, puisque l'objectif était d'être la première économie. Voilà, pardon, merci. Et bon, là on voit quand même qu'il y a aussi une forme de, comment dirais-je, c'est pas décrochage, le mot serait trop fort, mais que par rapport aux ambitions, par rapport à la position atteinte par l'Union européenne, on est quand même en deçà de ce qui était espéré. Alors, je suis assez critique, effectivement, c'est peut-être un sujet de débat avec Nicole. Moi, je suis assez critique sur... en gros, les Européens, sous le contrôle de Nicole, c'est à peu près 200 milliards de dépenses militaires, tout additionné. Et voilà, un peu plus même. Donc, quand on voit ce que ça produit, ce que c'est capable de produire, en termes de sécurité, c'est à mon sens, critiquable. Voilà. Et donc il y a une déperdition, il y a aussi une absence, je rejoindrai très volontiers Nicole, à mon avis, de vision construite du monde et de ce qu'est de produire un effet stratégique, qui me rend, par rapport à ce retour de la guerre dans sa brutalité, qui me rend effectivement, je pense qu'il y a des éléments de résilience évidents, ne serait-ce que l'aspect économique, mais qui me rend quand même assez préoccupé pour le fait de subir des chocs à répétition. D'accord, il y a de la résilience, mais il y a aussi, à mon avis, tout simplement une très très grande difficulté à comprendre un rapport de force militaire qui nous est défavorable. La question sur Total, énergie, alors c'est une question très intéressante, ça, parce que d'abord, il y a eu un investissement important de Total, notamment dans le gaz, avec le projet Yamal, qui a la particularité d'avoir été un projet financé uniquement en euros et en yuan.
et qui fait que c'est toute cette route nord qui se développe, qui fait qu'effectivement Total Energy a un volume d'actifs extrêmement important en Russie. Alors la réponse de Total, c'est de dire en fait notre métier c'est le risque géopolitique, dans le sens où on est présent par définition dans les pays où il y a du pétrole et du gaz, qui sont pour la plupart d'entre eux des pays très compliqués sur le plan géopolitique. Et donc en fait c'est d'être présent partout qui permet d'absorber le risque. Là, c'est quand même très gros. Et qu'il y a effectivement une pression sociétale, d'autant plus forte qu'un certain nombre de concurrents de Total sont sortis de Russie. Je pense à BP ou à Exxon. Et puis ça pose une question assez fondamentale, mais là, c'est facile de le dire parce qu'il fait assez chaud, on est bien, mais c'est à peu près 800 millions par jour de ce qu'on importe en gaz et en pétrole de la Russie. Donc il y a tout ce discours qui est en train de dire, mais en fait on finance l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Après, la situation actuelle de mon point de vue, c'est aussi le naufrage de la politique énergétique européenne, en particulier de la politique, et je dis ça sans esprit de polémique, de la politique énergétique allemande. Et de croire qu'on peut du jour au lendemain en fait arrêter modifier un mix énergétique comme celui de l'Allemagne ou de l'Europe en se privant d'un fournisseur, à mon avis, est en partie une vue de l'esprit, à moins d'accepter d'avoir un baril à $250. Voilà. Et donc, on voit ce qu'a pu provoquer socialement des hausses de gasoil, type au moment des Gilets jaunes. Donc, c'est aussi ça, ce calcul-là. C'est-à-dire que, et de ce point de vue-là, il y a effectivement une position européenne très différente de celle des États-Unis. Kaliningrad, ça effectivement c'est là aussi en 2003 on avait fait un papier sur Kaliningrad. Moi j'y suis jamais allé, jamais eu l'occasion, mais c'est suivi d'assez près parce que vous avez souvent des déploiements des manœuvres à Kaliningrad qui sont suivis de près, qui suscitent de missiles, qui suscitent une certaine inquiétude en particulier pour les Baltes et les Polonais. Alors les ukro-nazis, alors ça c'est toute l'argumentaire russe qui consiste à dire, en fait, vous savez, c'est Bandera, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Ukraine pendant la guerre. Là, j'ai eu un échange avec un collègue russe qui me disait, mais tu ne comprends pas à quel point la Galicie, au fond, il y a levé des divisions SS, et à quel point l'Est, en particulier le Donbass, a toujours résisté aux Allemands, et que fondamentalement ça crée deux mentalités différentes, et que vous avez effectivement des bataillons dits Azov par exemple qui se sont reconstruits sur cette histoire des bandéristes. Après je pense que ça existe, mais c'est très minoritaire politiquement dans la rada, et c'est surtout à mon avis un trompe-l'œil par rapport au type de résistance qu'opposent aujourd'hui les Ukrainiens. C'est-à-dire que ce que les Ukrainiens sont en train de faire, c'est une résistance qui est de type national et encore une fois existentiel. Donc moi je suis, par rapport à l'usage de ces termes, extrêmement prudent, parce que je vois la manière dont c'est utilisé par la Russie. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur... oui, il y a eu des bombardements des forces ukrainiennes au Donbass qui ont fait des morts civiles, c'est indiscutable. Mais on n'est pas du tout, en fait, dans le même registre par rapport à la nature de la déferlante russe sur l'Ukraine. À venir... non, ça y est. Non, il en manque une. C'était quoi? C'était sur démocratie? Non. Si c'était vous, monsieur. Ah oui, c'est ce que en fait, est-ce qu'il y a un déterminisme autoritaire pour la Russie? Oui. C'est un peu ça votre question. Question très difficile. Peut-être vous conseiller une lecture, c'est le livre de Martin Malia, L'énigme russe et l'Occident, qui en fait se dit, est-ce qu'il faut penser à la Russie comme pose la question, est-ce qu'il faut penser à la Russie comme une puissance ou est-ce qu'il faut penser à la Russie comme une civilisation? Et cette civilisation qui effectivement serait marquée du sceau de l'autoritarisme. Moi je n'aime pas trop le déterminisme en général. Ce qui me ferait aller dans votre sens, c'est que il y a un des livres que j'ai fait qui
en 2008 qui m'a beaucoup aidé à comprendre la Russie, c'était d'essayer de répondre à la question de Platon, qui garde les gardes? Et en fait, quand vous regardez la relation civilo-militaire en Russie, la relation civilo-militaire pour tout régime politique, elle est à mon avis centrale, pour essayer de comprendre son évolution. Et de fait, peut-être ce qui caractérise la Russie dans sa construction historique, c'est que la Russie s'est construite sur ses forces armées. La colonne vertébrale de l'État russe, ce sont les forces armées. Et ça penche du côté de l'autoritarisme. Sur ces paroles extrêmement enthousiasmantes, très rapide. Non, elle est très pro-Poutine. Alors, quelle est l'influence de la religion dans l'évolution du régime russe, présent, passé, mais surtout... Bon, là vous avez eu effectivement une déclaration de Kirill, patriarche, complètement en appui à Vladimir Poutine, et avec au fond aussi une lecture, si vous voulez, d'une Europe, c'est très caricaturale, hein, complètement décadente, etc. La dernière fois que je suis allé en Russie, donc c'était au mois d'octobre, ce qui nous a été, donc dans des cercles de gens qui font le même métier que le mien, on présente, si vous voulez, l'Europe comme un Reich éthique. Un Reich éthique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes disent, mais vous savez, le seul, nous disait ça en octobre, le seul pays libre en Europe aujourd'hui, c'est la Russie. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas, on n'est pas tenu par les trucs d'inclusion, de diversité, etc. Voilà, de wokisme, etc. Donc en fait, il y a vraiment cette évolution idéologique qui est extrêmement forte et dans laquelle l'Église russe a joué son rôle, avec un phénomène, à mon avis, de parfaite tartufferie. C'est-à-dire que si vous voulez, le rapport à la religion à mon avis, de Poutine relève de la tartufferie et de l'utilisation politique. Pardon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le texte de Kirill a été traduit. Il a été traduit notamment sur le site Le Grand Continent. Et c'est vrai que il faut le lire parce que ça montre cet alignement. Bien non, ça suffit, monsieur. Je suis désolée. Bon, donc tout cela est passionnant, pas très gai. Merci. Vraiment, merci Thomas. Je voudrais juste terminer par une note un tout petit peu plus joyeuse. Si vous avez des soirées libres, eh bien, de regarder, mais peut-être c'est déjà fait, sur Arte. Ils reprennent la série qui a fait la célébrité du président Zelensky, ukrainien. Il y a quelques années, c'était en 2013, je crois. Il a tourné une série, il était comédien, il a tourné une série qui s'appelle Serviteur du peuple. Et Arte a repris cette série et vous pouvez regarder le premier épisode, c'est extraordinaire, puisque c'est l'histoire d'un professeur d'histoire, de base, ukrainien, qui un jour... qui en a assez de voir la corruption partout, y compris au lycée pour avoir droit à la cantine, enfin n'importe quoi, et qui explose avec une diatribe extraordinaire contre la corruption, contre le mensonge, pour la vérité, pour un État qui serve le peuple, etc. Et un de ses élèves, un des meilleurs élèves, l'enregistre et met ça sur les réseaux sociaux. En quelques jours, il devient extraordinairement populaire. Tout le monde veut qu'il se présente aux élections. Il se présente aux élections présidentielles. Il est élu et il devient serviteur du peuple. C'est extraordinaire. C'est très drôle. C'est très très drôle. Mais c'est Zelensky, l'actuel président, qui joue. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'en 2019, ce comédien, il n'était pas prof d'histoire, il était comédien, il va être élu président de la République. C'est extraordinaire. Et il se conduit aujourd'hui comme un homme d'État... comme l'histoire en fait peu dans une histoire séculaire. Donc, mais regardez ça, et bon, c'est drôle, et en même temps, ça fait réfléchir sur le destin de cet homme. C'est absolument extraordinaire.